Les négociateurs officiels veulent imposer un nouveau procédé dans ces négociations, qui est la création d'un tribunal arbitral privé pour les contentieux entre investisseurs et États. Donc là, vous allez être super content, en fait, c'est que ça n'existait pas aujourd'hui. On a quelqu'un d'Attac qui va pouvoir nous en parler. C'est Suzanne Georges, qui a été une des fondatrices d'Attac et qui est là parmi nous aujourd'hui. Et c'est simplement, va nous expliquer comment demain les multinationales demain pourront venir puiser directement dans le trésor public quand elles ne seront pas contentes de quelques politiques qu'on aura mis en place. Donc voilà, Madame Suzanne Georges va vous expliquer un peu plus tout ça. Merci. Merci. Félicitations à ceux qui ont organisé cette manifestation. C'est une excellente chose. Il faudrait que vous soyez tous des éclaireurs, que vous soyez tous des ambassadeurs de cette manifestation, parce qu'il faut faire passer la parole, il faut faire passer le mot, il faut faire connaître cette horreur le plus rapidement possible. L'objectif des États-Unis et de la Commission, c'est de faire finaliser tout le TAFTA pour l'année prochaine. Et comme c'est préparé par les transnationales de part et d'autre de l'Atlantique depuis 1995, je ne vous raconte pas une craque, c'est le Transatlantic Business Dialogue, le dialogue des affaires transatlantiques qui prépare ça depuis 1995 en se concentrant surtout sur les régulations. Alors tout ce qu'on vous a raconté sur les régulations, c'est préparé de longue main et il faut prendre ça très au sérieux. Ça ne va pas être comme l'OMC qui peut mettre 10 ans pour arriver à une conclusion. Alors vous appelez ça TAFTA et vous avez raison. Mais pourquoi ça ne s'appelle pas TAFTA officiellement? Ça s'appelle officiellement le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, qui est TTIP en anglais, impossible en français, je ne me souviens jamais des initiales. Mais TAFTA, vous n'entendrez pas aux États-Unis, les Américains ne veulent pas qu'on en parle de cette manière-là. Pourquoi? Parce que la NAFTA, c'est-à-dire l'ALENA, c'est-à-dire l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, a créé du chômage, a détruit des centaines de milliers d'emplois au Mexique et aux États-Unis. C'est documenté, on sait que c'est pratiquement la fin des petits agriculteurs mexicains, ça serait la fin des petits agriculteurs, surtout du sud de l'Europe, si ça passe, et ils ne veulent pas rappeler ce mauvais souvenir. C'est pour ça que nous pouvons dire TAFTA, mais il faut se souvenir aussi que ce n'est pas utilisé de l'autre côté. Bon. Partenariat pour le commerce et l'investissement. Très peu le commerce. Les tarifs douaniers sont de l'ordre de 3% en moyenne. Il n'y a que l'agriculture et l'industrie des véhicules qui ont besoin peut-être de faire baisser un peu les tarifs. Mais moi je suis protectionniste pour l'agriculture et je crois que nous avons le droit de l'être. Investissement, assez peu, et il n'y a pas eu vraiment de problème jusqu'ici. Il y a environ 2 000 milliards de part et d'autre de l'Atlantique, ça n'a pas fait l'inflation européenne. Alors, comme l'a très bien expliqué Susan George, et je remercie parce que c'est compliqué, la question du contournement du judiciaire par des tribunaux arbitraires, semi-privés ou privés, ça c'est une question qui est transversale à tous nos sujets et qui pourra jouer un rôle clé aussi sur les questions de liberté numérique. Et pour vous donner maintenant une idée des dangers précis sur ces questions liées au numérique. Un des premiers, au moment où la Commission a demandé son mandat de négociation au Conseil, elle a affirmé très fort que les questions de protection des données ne seraient pas dans la négociation.
D'autre part, le ministère de la Culture français a fait tout un cinéma autour de la question de l'exception culturelle, conçue essentiellement comme la possibilité de faire des quotas pour les œuvres et de financer de certaines façons la production audiovisuelle. En parallèle, ils ont complètement ignoré toute une série d'autres risques très importants qui existent dans le champ des libertés numériques, y compris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit on voit revenir les questions de protection des données qui ont pris une importance immense avec la révélation par Edward Snowden des scandales de la surveillance généralisée des citoyens en Europe et dans les pays émergents et dans tous ces pays particulièrement suspects de terrorisme. On la voit revenir par la petite porte sur le nom de la protection des données est un obstacle au commerce. C'est-à-dire il y a une série de groupes d'intérêt américains, mais aussi quelques groupes d'intérêt européens comme les banques et les organismes de crédit à la consommation qui commencent à dire oui, si les règlements de protection des données peuvent être un obstacle au libre commerce dans des endroits. Je voudrais ajouter un dernier point sur la question de l'extrajudiciaire, donc du contournement, le fait que des lois adoptées de façon légitime dans une zone géographique, en France ou en Europe, puissent être contestées devant des tribunaux arbitraux, c'est que même des pays tiers peuvent le faire, hein, pas seulement les pays qui sont partis au traité. Hein. Donc il y a des exemples d'accords partenariaux, par exemple, entre l'Australie et les États-Unis, qui ont été invoqués par des pays du sud-est asiatique qui n'avaient rien à voir avec le traité, mais qui invoquaient ce texte-là pour protester contre une mesure. Hein. Donc, maintenant, sur les questions d'Internet précisément, il y a dans le traité dont on a déjà parlé, dont Émeric a parlé à l'instant, sur le traité qui s'appelle CETA, qui est le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, il y a eu une grosse bagarre, notamment de la société civile et citoyenne canadienne, pour empêcher qu'il y ait des clauses qui obligent les Canadiens à adopter une législation plus répressive sur le copyright. Hein, parce que les Canadiens ont une meilleure législation que celle en Europe, du point de vue de qu'est-ce qui est dans le domaine public, du point de vue des droits d'usage pour les besoins de l'éducation, de tas de points de vue comme ça. Donc les Canadiens ont mené une grande lutte là-dessus, peut-être plus efficace que celle qu'on a menée de notre côté sur des questions comme les gaz de schiste, et ces questions ont disparu du traité final. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que même quand quelque chose ne change rien en Europe, le fait qu'il y ait un traité international qui les confirme, ça a un effet considérable sur le futur des réformes. Hein. Alors très concrètement, la Quadrature du Net se bagarre. On essaye de pas seulement se bagarrer contre des mauvaises lois et des mauvais traités, on essaye aussi de faire des propositions de politique publique ou de loi qui sont favorables aux valeurs qu'on défend, et en particulier on essaye de se bagarrer pour qu'il y ait une réforme du droit d'auteur qui soit plus favorable aux droits d'usage de tout un chacun et aussi plus favorable aux auteurs et aux créatifs par rapport aux éditeurs et aux distributeurs. Hein. Et ça, si vous rajoutez à la couche d'inertie qui vient des lois, des directives et des règlements accumulés au niveau européen, vous rajoutez les traités internationaux, comme il y en a déjà à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, mais vous rajoutez des clauses qui reconfirment ça, ça veut dire que le jour où les députés seront convaincus, et ils le sont de plus en plus, qu'il faut réformer le droit d'auteur pour l'adapter à l'ère numérique et laisser plus de liberté, eh bien ce jour-là, on nous opposera que la Commission n'a pas le droit de proposer aux États des dispositions qui sont en contradiction avec les traités qu'ils ont signés ou des choses de ce genre-là. Donc on installe de l'inertie et on entre dans cette logique du cliquet, c'est-à-dire la logique du fait que les lois peuvent
seulement devenir plus favorable aux intérêts des grandes entreprises et en particulier de celles qui exploitent des rentes par rapport aux intérêts du public, des citoyens et des acteurs qui n'ont pas de puissance économique. Donc ces lois, donc on installe le but de ces accords, c'est aussi installer dans tous les étages juridiques des inerties qui empêchent de jamais bouger dans le bon sens. Donc maintenant, un dernier point sur comment gagner la lutte contre TAFTA et comme la lutte contre ACTA a été gagnée. Alors d'abord, on a la chance, c'est peu de temps après, la mémoire est quand même fraîche, même s'il va y avoir un nouveau Parlement européen qui va être élu, même si visiblement la Commission n'a pas de mémoire du tout, donc elle continue à mettre par exemple dans un autre accord avec je ne sais plus quel pays en Asie, elle a remis texto, verbatim, les dispositions d'ACTA dans ce nouveau traité commercial. Donc la Commission européenne a malheureusement zéro mémoire sur le fait qu'elle a eu un échec majeur avec le rejet d'ACTA. Elle continuera à le proposer. Mais par contre, les parlements ont une mémoire et je pense, surtout si on les aide à l'avoir, donc il est extrêmement important d'agir à la fois au niveau des parlements nationaux et au niveau du Parlement européen, mais en sachant que la décision réelle de le rejeter, elle sera au niveau du Parlement européen. Et la façon d'agir, ça passe aussi par exposer les négociateurs. C'est quelque chose que nous avons fait pour ACTA, et exposer, ça ne veut pas dire faire des chasses aux sorcières ou n'importe quoi, mais ça veut dire sans arrêt exiger que ce soit ces gens-là, pas seulement les négociateurs de la Commission qui participent à ça, mais aussi les négociateurs de Bercy qui sont là et dont vous ne connaîtrez même pas les noms sans faire un effort considérable. Il faut les exposer, il faut les rendre responsables de ce à quoi ils donnent leur accord, parce que si vous vous rappelez bien, ACTA, tous les États membres de l'Union européenne ont signé le traité avant que le Parlement le rejette, tous, et dans peut-être 10 États, l'opinion publique a interpellé les politiciens et ils ont dit qu'ils avaient signé sans même savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, au point qu'il y a des ministres dans plusieurs pays qui ont démissionné, parce que à table à la maison le soir, ils se faisaient engueuler par leurs